non, on veut que Kabila parte, on veut l'alternance. Comment comprendre justement ce comportement de la communauté internationale? Non, mais nous l'avons toujours dit aux Congolais. Je pense que le fait président Mobutu l'avait aussi dit en son temps, que ce n'est pas facile d'être les Zaïre. Et je dirais aujourd'hui, ce n'est pas facile d'être la République démocratique du Congo. Les gens pensent que diriger un pays comme la République démocratique du Congo, c'est une petite affaire. Non, ce n'est pas une petite affaire. C'est un pays qui attire beaucoup de convoitises. Je pense que les études qui ont été menées récemment, livrées par le journal Forbes, avaient démontré la grandeur de ce qui représentait notre pays en termes de potentiel. Nos réserves minières, ou bien nos réserves minières ou minérales, avoisineraient la somme de 24 000 milliards de dollars. 24 000 milliards de dollars, c'est, vous prenez le budget ou le PIB de l'Union européenne réunis, plus le PIB des États-Unis d'Amérique réunis, ça reste inférieur. Vous comprenez? L'Union européenne plus les États-Unis. Donc nous attirons la convoitise et on ne veut pas laisser ces pays se développer normalement. Le chef de l'État est dans une dynamique. Parlant seulement de certains miniers, il a prononcé cela dans son discours d'investiture en 2011. Il y a eu un début d'exécution de certains textes de loi, mais si l'effectivité, il est combattu et peut-être incompris par les Congolais qui réalisent certaines forces obscures internationales. Sa vision, c'était de faire que nous puissions, une fois les minéraux exploités en République démocratique du Congo, mais que nous puissions les transformer sur place. Parce que, qu'est-ce que nous observons? Lorsque vous extrayez vos matières premières, je vous donne un exemple du cuivre. Quand vous le vendez dans les marchés internationaux, ça s'appelle les marchés communs, où les prix sont déjà fixés, non pas par les acheteurs, mais plutôt par les vendeurs, mais par les acheteurs. Lorsque nos matières premières qui sont vendues à l'état brut sont achetées, ils sont transformés à l'étranger et cela nous est revendu en produit fini, mais avec une forte valeur ajoutée. Donc, en termes de balance commerciale, nous faisons ce qu'on appelle une fausse affaire. Le pays aura du mal à se développer, à décoller. Mais maintenant, le président Joseph Kabila vient avec une vision où il dit voilà, je veux que nos matières premières extraites ici, que ces matières premières soient aussi traitées sur place. Donc, c'est-à-dire, vous produisez du cuivre, et si le cuivre était appelé à faire qu'il puisse y avoir une usine, par exemple, pour les fils conducteurs d'électricité, on voudrait que ces fils conducteurs soient fabriqués sur place. C'est ça la volonté de Kabila. C'est ça la volonté du chef. Et c'est ça qui fait mal. Ça fait très mal. Ça fait vraiment très mal. Aujourd'hui, si vous allez à Polo ici, fait rare, on n'en parle pas généralement dans notre pays, mais c'est que les gens appellent communément des contrats chinois, alors que nous appellerons ça une coopération entre les entreprises chinoises et la RTC. Alors, cette opération-là conduit à travers la Ciconine une usine, non pas seulement d'extraction des cuivres, mais de traitement des cuivres sur place. L'usine est pratiquement fin chantier. Ça va être rendu peut-être dans les prochains mois. Une première que notre pays n'a pas connue depuis l'indépendance. Le chef de l'État vient de renforcer encore cette coopération avec la Chine par rapport à son récent voyage où il était reçu par le président chinois. Et tout cela n'est pas de nature à faire de Joseph Kabila l'enfant béni. Cela n'est pas de nature à faire de Joseph Kabila ces présidents-là que les Américains, les Français ou les autres vont applaudir. Donc, les problèmes qui se posent, c'est à ce niveau-là. Mais je me rappellerai toujours qu'il faut résister. Nous sommes Congolais, nous sommes appelés à résister contre toutes les vérités étrangères. Et Dieu a toujours été du côté des Congolais parce que nous ne sommes pas n'importe quel peuple. Nous sommes des descendants de l'équipe Anguita et de Sinopula. Bon, on va voir bien sûr comment les choses vont se passer d'ici 2016. Mais ces deux parts de G7 n'est-il pas, n'est-ce pas, un sujet de réflexion pour la majorité présidentielle de se dire que s'il y a eu le 7, certainement qu'il y a aussi les autres qui sont parmi nous. D'ailleurs, on dit qu'il s'agissait plutôt de Genève.
il y a deux qui se sont rétractés un peu après. Est-ce que ce n'est pas pour vous un sujet de réflexion pour vous dire, en tout cas, on peut encore avoir certaines personnes au sein de la majorité qui seraient en train, n'est-ce pas, de travailler en défaveur de la famille politique? Je vous ai dit que la majorité aujourd'hui est dans une dynamique de resserrer les rangs. Autour des fidèles, on peut gagner de nouveaux fidèles. Quand les gens trouvent dans la politique, ils sont plus avec. C'est un combat politique. Ils peuvent partir et ils peuvent arriver à vous renverser s'ils ont plus de force que vous. Mais du moins, vous saurez comment les traiter. Sont des alliés ou sont des adversaires. Nous continuons à croire au leadership du chef de l'État. Nous continuons à croire que la majorité a encore toutes les cartes en main. Nous continuons à les croire. Vous savez, la majorité ne peut pas être ébranlée par cette situation. Nous parlons des G7 qui composent cet individu et plusieurs partis politiques. Ce n'est pas quelque chose de négligeable. Mais je vais vous dire une chose, tous réunis n'avaient pas les mêmes poids que par exemple M. Vital Kamerhe. Tous réunis. M. Vital Kamerhe était la deuxième personnalité du pays, président de l'Assemblée nationale, secrétaire général du PPRD. Il est parti direct dans l'opposition en créant un parti politique qui aujourd'hui aussi, dans l'opposition, essaye de faire du bruit. Mais les G7 ne sont pas partis dans l'opposition. Ils disent qu'ils ne sont pas du pouvoir, mais ils ne sont pas de l'opposition non plus. Donc vous comprenez que l'affaire est très sérieuse, bien entendu, mais l'affaire, pour la majorité, n'est pas une première. Maintenant, ça ne veut pas dire que nous favorisons les départs. Le souhait ne serait pas de favoriser les départs. Voilà pourquoi nous acceptons volontiers aussi les nouveaux entrants. Parce qu'il ne faut pas se voiler la face. Les gens ne regardent que les départs, les gens ne regardent pas les entrants. Les gens, vous êtes spécialiste dans le débauchage. Hein? Il faut parler du débauchage, mais je vous dis, au sein même de ces G7, il y a des factions. Il y a de ceux-là qui, certes, suivent le président de la Des gens à qui vous donnez les 5 000 $, semble-t-il, pour qu'ils désavouent leur leader. Vous savez, l'intox dans ce pays a pris une dimension qui devient très diabolique. Ça, ce sont des mensonges qui viennent tout droit de l'enfer. Nous ne devons pas, en tout cas pour le développement de notre pays, les souhaits que nous voulons voir, les choses, la manière dont nous voulons que les choses se fassent dans ce pays, je pense aujourd'hui doit nous imposer un certain comportement. Vivons avec la culture de la vérité. Ne pensons pas que nous devons tout le temps prendre la politique comme un art de mentir, de lancer des intox, de lancer des colibés. Non, je pense qu'à un certain moment, comme disait Jean-François Copé, nous devons parler vrai en politique. J'aime bien ces livres, les parler vrai. Et moi, je suis de l'école de Joseph Kabila. Parler vrai. Mais vous ne pensez pas que les discours qu'apportent les G7 fassent que la population ne soit plus d'accord avec vous? Parce que ce sont quand même des personnes qui étaient avec vous. Ils faisaient partie du bureau politique de la majorité présidentielle. Ils savent certainement ce qui s'est dit là-dedans. Entre autres, la prolongation du mandat de Joseph Kabila, c'est-à-dire le glissement qui n'est pas élection. Les gens peuvent le croire facilement et ça va diminuer la popularité de Joseph Kabila. Non, vous savez, qu'est-ce qu'ils peuvent dire de plus qu'il soit différent du procès d'intention à répétition qui est fait sur la personne de Joseph Kabila? Vous pensez qu'il s'agit vraiment de simples procès d'intention? La preuve, on devrait déjà être en pleine campagne électorale. Il n'y en aura pas. On ne sait pas si c'est pour quand. Donc, on ne sait même pas si ces provinciales auront réellement lieu. Ça montre déjà que c'est les glissements, nous vivons déjà les glissements. C'est la volonté de la majorité au pouvoir. Je suis très à l'aise pour répondre à cette question. Parce que nous sommes en train de vivre une situation que nous, la majorité, on avait prédit. On l'avait prédit. On ne veut pas être des prophètes, mais je crois que quelquefois, on peut faire un effort. Vous l'avez dit parce que vous les connaissiez, vous l'avez fait exprès. Non. Les faits sont petits. Vous savez, M. Dijam, la CENI met en place, d'abord, il y avait une exigence de l'opposition et de la communauté internationale, c'est de publier les calendriers électoraux global. La CENI prend ces différentes recommandations, en font siennes
et la CENI publient le calendrier électoral global. La CENI prévoit la date du 15 avril comme étant la date butoir pour commencer, comment on appelle ça, l'enrôlement des candidats députés provinciaux. Ça va aller jusqu'au 5 mai. Jusqu'au 5 mai. La CENI a commencé déjà à partir de cette étape de glissement. Parlons glissement. Le 5 mai a été ramené au 25 mai. Vous êtes candidat, puis au 4. Puis au 4 juin. Et ça continue. On était déjà dès le départ en plein glissement. Parlons, évoquons ces termes-là. Mais quelles sont les raisons? Parce que vous êtes candidat vous-même, vous savez que la CENI n'avait pas seulement fait le travail d'enrôlement des différents candidats, mais la CENI a aussi fait le travail d'identification des candidats. Ce travail d'identification, c'est ce que la majorité avait proposé avant, depuis le mois de décembre. La majorité dit, commençons par l'identification du peuple congolais avant les élections. Ça résoudrait tous les différents problèmes que nous avons aujourd'hui. L'opposition a dit net. L'opposition a menti au peuple congolais à travers les manifestations du mois de janvier, en disant que voilà, à travers ces différentes dispositions sur la loi électorale, on cherche un glissement. Il y a certains qui disaient de 4 ans, d'autres qui disaient de 10 ans du chef de l'État. Comme c'était leur déclaration. Et vous savez, comme nos opposants généralement n'ont pas honte, aujourd'hui c'est Fayulu Martin qui propose à la CENI les recensements. 8 mois après le mois de janvier. On l'a vu dans les rues de Kinshasa. Aujourd'hui, il dit non, les recensements doivent être une condition sine qua non avant l'organisation de toute élection. Pourquoi avoir fait perdre du temps à la nation? Il est rattrapé par la réalité. Ce sont les imbéciles qui ne changent pas quand même. Lorsqu'on se rend compte que sans recensement, il est difficile d'avoir de bonnes élections. Le problème, c'est que quand on fait la politique... C'est quoi le péché? Quand on fait la politique... Non, le péché, c'est quoi? C'est qu'ils ont envoyé les gens à l'échafaud au mois de janvier. Et 8 mois après, ils sont les mêmes à réclamer ce qu'ils avaient contesté pour envoyer les gens à l'échafaud, comme je l'ai dit tout à l'heure. On ne peut pas se moquer indéfiniment de la vie des peuples congolais. Pour moi, personnellement, je déteste ceux qui veulent prendre des Congolais pour des moutons. Voilà pourquoi nous nous efforçons un peu à réveiller cette jeunesse. On ne peut pas faire la politique avec la haine non plus, encore moins avec les règlements de compte. L'exemple burkinabé peut aussi nous inspirer par rapport à ce qui s'est passé. Heureusement que l'Afrique aujourd'hui est dans une dynamique de refuser les coups d'État. Ça aurait été l'Afrique il y a 10 ans, on déplorerait certaines choses. Grâce à Dieu, sans équipement de balles, il y a eu un règlement pacifique des conflits. Parce qu'on l'a vu aussi en République centrafricaine. Donc l'Afrique aujourd'hui, je salue au passage les différents chefs d'État qui ont compris, c'est là au niveau de l'Afrique, que nous pouvons nous battre pour résoudre nos problèmes sans tirer une seule arme, afin d'éviter l'immixtion ou l'ingérence des non-africains, en tout cas dans nos règlements de conflits. Mais revenons un peu à ce sujet-là. La CENI qui fait le travail d'identification des candidats, en même temps aussi que la CENI devait faire le travail d'enrôlement. Mettez-vous à la place de la CENI. Mais c'était un glissement dès le départ qui était venu institutionnaliser. Maintenant, je l'avais dit une fois, dans une des chaînes concurrentes, la date du 9 juillet, donc c'est-à-dire le 9 juin, normalement, selon les calendriers de la CENI, était prévue la publication des listes définitives des candidats députés provinciaux. Cela a été fait le 3 juillet, un glissement de 23 jours. Vous comprenez? C'est-à-dire nous avons commencé ce processus avec déjà quoi? Les glissements. Maintenant, les hommes politiques, au lieu de trouver des solutions, parce que nous sommes devant un problème très préoccupant, il y a certains parmi eux, visiblement animés par la haine, ne sont regardants que si un individu est une institution. C'est-à-dire quand nous parlons de ces problèmes, vous allez voir, ça ne les préoccupe pas. Ça ne les préoccupe pas outre mesure. Pourquoi? Parce que pour eux, ça ne concerne pas Joseph Kabila. Il n'y a pas, depuis 2 jours, devait commencer la campagne pour les élections du mois qui devait s'organiser le 25 octobre. Attendez, c'est simple. Pourquoi ça ne les préoccupe pas? Parce que si les 13 000 candidats qui comptent la République aujourd'hui pour les élections au niveau provincial, au niveau des assemblées provinciales, des députés provinciaux, l'opposition n'a même pas 2 000 candidats. Dans certains coins, l'opposition n'a même pas de candidats du tout. Parce qu'ils n'ont pas de base.
Donc ce n'est pas C'est un leur problème de intérêt. moyens. Vous avez les moyens, c'est normal que vous puissiez avoir des candidats partout. Non, vous savez, c'est un problème beaucoup plus d'organisation que d'effet d'annonce. C'est-à-dire, sont-ils obligés d'avoir plusieurs partis politiques quand vous ne représentez pas une force? Ça c'est un. Deux, sont-ils incapables de créer des plateformes et des coalitions qui peuvent tenir des années comme la majorité présidentielle? Regardez au sein de Il l'opposition. existe des plateformes de l'opposition. quand même. Des plateformes qui disent 5-6 mois et qui s'effacent au profit d'autres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cohérence de vie. La majorité est solide depuis 2006. Elle existe. Il y a des départs qui peuvent arriver, mais l'ossatique des bases est là. Qu'est-ce qui empêchera l'opposition aujourd'hui de dire voilà, nous avons 70 partis politiques autour d'une plateforme. Ou soit nous nous millions autour d'un grand parti politique. Ils ont toujours des querelles internes. Le président de l'IDPS lance un message. Il retrait des dialogues, mais il appelle les autres, non pas à former une coalition, mais à rejoindre les rangs, à rejoindre ses rangs. Et les autres, naturellement, disent niet. Et c'est toujours l'opposition qui continue à briller par la division. En 2010, en 2011 plutôt, vous êtes 10 candidats de l'opposition contre un seul candidat de la majorité. Est-ce que c'est sérieux? J'ai dit, est-ce que c'est sérieux? La majorité présente un candidat. L'opposition réunie, vous présentez 10 candidats. Et lorsqu'on essaie de trouver les raisons... C'était pour l'encercler. Non, c'est ce que j'ai dit. Oh non, c'est la théorie de l'encerclement. Non, les combles des ridicules. Moi, je crois que s'ils ont un problème de la base, ils peuvent jouer les jeux des alliances ou ils peuvent se lier pour former des grands partis politiques. L'Espagne, après la dictature de Franco, a aussi vu l'éclosion de plusieurs partis politiques jusqu'à 400 partis politiques. De façon responsable, aujourd'hui en Espagne, il n'y a que 9 partis politiques. Des partis se sont reconstitués en grands ensembles. Parce que, à quoi servirait-il? Parce que vous appelez Franck Diongo d'avoir un parti politique. Un parti politique qu'on ne connaît même pas, son abat qui est à 90 km de Kinshasa. Attention, le parti de Franck Diongo, je vous l'ai dit de la manière la plus simple possible. Je parle de son abat qui est à 90 km parce que je l'ai vérifié. Je vous l'ai dit, je suis parti à Bukangalonjo, j'ai fait un petit... une fois, on partait à Bukangalonjo sur le chemin de retour. J'ai essayé de faire un petit escale à un village. Je vous dis, et ça vous pouvez le vérifier, vous êtes journaliste. Je parle avec des jeunes de là-bas. Franck Diongo. Je n'ai pas vu des choses partir. La personne, ils ne connaissent pas. Martin Fayou, ils ne connaissent pas. Vous comprenez? José Makila, ils ne connaissent pas. C'était pour moi une façon de jauger la température. Je ne dis pas qu'à Kin, ils ne sont pas connus. Mais je dis à 100 km seulement de Kinshasa, où les gens n'ont pas de télé. Non pas seulement vous ne trouvez aucun drapeau de leur parti politique, ils n'ont aucune cellule de base. Mais même les animateurs ne sont même pas connus. Alors pourquoi s'entêter? C'est simplement parce que la majorité au pouvoir ne respecte pas la loi de financement des partis politiques. Si ces partis étaient financés, ils allaient s'auto-prendre en charge, ils allaient faire de sorte qu'ils soient représentés un peu par-ci, par-là. C'est parce que vous, n'est-ce pas, vous misez que sur vos intérêts et les partis politiques ne sont pas financés. Vous ne pouvez pas dire ça. Parce que vous savez très bien que ces lois mettent en place des conditionnalités. Aujourd'hui, jusqu'à ce jour, l'opposition est incapable de mettre en place un porte-parole de l'opposition. C'est à travers les porte-paroles de l'opposition que tout cela devait créer des rapports, bien entendu, institutionnels et extra-institutionnels. Le problème, c'est quoi? C'est que jusqu'à ce jour, vous parlez avec certains opposants qui sont députés, ils disent qu'ils ont déjà un porte-parole tout désigné. Malheureusement pour lui, il est à la CPI. Ils disent que voilà, le porte-parole de l'opposition, c'est Jean-Pierre Bemba, qui est à la CPI depuis, je pense, maintenant 8 ans. Ce n'est pas sérieux. Je ne souhaite pas d'être là, je souhaite qu'il soit libéré le plus rapidement possible. La prison, non, la prison c'est quelque chose que je ne souhaite à personne, même pas à mon pire ennemi. Donc, je ne vois pas comment, c'est-à-dire, ça c'est une polémique un peu, je trouve un peu inutile. Donc, pour certains, ils disent qu'ils ont un porte-parole qui s'appelle Kamer Lokani Militar, mais c'est Kamer. Sauf qu'il faut mettre en place les mécanismes de cette élection pour qu'ils puissent désigner. Chaque fois qu'on veut mettre cela en place, entre eux dans l'opposition,
Il y a de ceux-là qui vont voir le président de l'Assemblée nationale pour dire que ce n'est pas opportun, nous en parlerons après. Il y a d'autres, ils ont toujours des guéguerres. Et par rapport à ça, que voulez-vous qu'on fasse? Dans la majorité, on a beau nous reprocher de ce qu'on veut, quand il y a un problème, dans la majorité, on sait se réunir au sein du bureau politique. Le chef de l'État sait appeler les troupes dans sa ferme de Kingakati, on sait se réunir et on sait trouver des solutions. Au sein de l'opposition, on observe qu'il y a des guéguerres, celui-ci qui va parler contre tel, l'autre qui va... On est un peu perdu. On me fait signe que nous avons pratiquement épuisé notre temps. La télévision, c'est l'heure, c'est le minute, c'est le temps. Pour vous résumer, qu'est-ce que les téléspectateurs peuvent retenir sur les départs de G7 de la majorité présidentielle, mais aussi sur la tenue des élections en République démocratique du Congo? Aurons-nous élection, oui ou non? En tout cas, je vais commencer par la deuxième question. L'arrêt, le dernier arrêt de la Cour constitutionnelle est assez clair. Cet arrêt-là donne l'obligation, enjoint le gouvernement et la CENI d'organiser des élections provinciales pour mettre en place les députés provinciaux ainsi que les gouverneurs des provinces qui auront la légitimité et la légalité. Donc c'est une obligation. La question ne se pose même pas. Donc nous sommes que dans les réaménagements du calendrier, les élections doivent être tenues. Ça, c'est une obligation. Maintenant, parlons maintenant de ce que les gens doivent retenir par rapport à G7. J'ai dit que c'est une affaire de famille. Ce sont des gens qui ont demeuré ensemble pendant 9 ans. Il y a eu un coup de gueule. Peut-être demain, on parlera d'autres choses, du retour de certaines personnes. Comme aussi, la défection peut toujours continuer pour resserrer les rangs autour de ceux-là qui sont fidèles. Donc c'est une affaire de famille. Les G7 sont mal en point. Ils ne peuvent même pas dire qu'ils vont dans l'opposition. Parce que s'ils vont dans l'opposition, les gens de l'opposition vont dire venez derrière nous. Or, ce sont des caciques, ce sont des poids lourds. Ils ne vont pas accepter parce que vous savez qu'au sein de l'opposition, ils aiment bien parler en termes du nombre d'années que vous avez œuvré dans l'opposition. Jusqu'à ce jour, cette querelle entre l'IDPS et l'INC continue encore, que vous êtes venus nous trouver dans l'opposition. Donc les gens de G7 se préparent aussi à ça. Et certainement, Papi Tamba, parce que les postes sont vacants, on pourra les voir ministres au prochain gouvernement, pourquoi pas. C'est possible. Juge, ça ne peut qu'être... C'est quelque chose qui pouvait se faire les premiers jours, qui peut se faire aujourd'hui, qui peut se faire les derniers jours. Tout ça pour vous dire que c'est un pouvoir discrétionnaire du président de la République. Apprenons en RDC à respecter le pouvoir discrétionnaire du président de la République. Voilà. Je vous dis merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. Ça est donc fini, mesdames et messieurs. Merci de votre confiance et fidélité à nos différents programmes. Vous l'avez suivi. Nous recevions pour vous ce soir M. Papi Tamba. Il est cadre, n'est-ce pas, du parti présidentiel, le PPRD. Il occupe des fonctions là-bas. Coordonnateur de la cellule des bâtisseurs. La cellule des bâtisseurs chargée, n'est-ce pas, de mobiliser et surtout d'amener des nouveaux adhérents au sein du parti. C'est pour cela que vous le voyez un peu partout, organiser des tournois de football, tout ça, c'est pour séduire. C'est pour séduire la jeunesse. Non, là, vous amenez une polémique. Les tournois ont commencé longtemps avant cette fonction. Là, il ne faut pas mélanger. Les tournois, c'est Papi Tamba qui l'organise, ce n'est pas les PPR. Je vous en prie. Et il est aussi communicateur de la majorité présidentielle. Avec lui, nous sommes entretenus autour de l'actualité politique dans notre pays, les départs de la majorité présidentielle du G7, mais aussi de l'organisation des élections en République démocratique du Congo. Merci à vous d'avoir été des nôtres. À la prochaine.